Alors maintenant que nous avons défini, c'était quoi l'économie sociale et solidaire, qu'on a vu les organisations qui la construisaient, il est peut-être important d'un petit peu voir comment ça se passe à l'intérieur. Autrement dit, qui gère quoi, quelles sont les mentalités de gouvernance au sein de cette économie sociale, quels sont les buts et quelles sont un peu les réglementations en matière de gouvernance dans l'économie sociale. Alors, on va s'arrêter sur le principe de libre adhésion, qui est donc, en fait, ce que vous allez voir là maintenant, c'est clairement les règles de base qui font qu'une entreprise peut être reconnue sociale. Alors, le principe de libre adhésion, c'est-à-dire que le critère de libre adhésion implique qu'aucune discrimination ni barrière à l'entrée ne vienne limiter cette mise en commun par des personnes physiques ou morales, de capacités et moyens professionnels, physiques, intellectuels ou monétaires, dans le but de produire ensemble et à leur propre usage un bien ou un service donné. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne peut exclure personne. Toute personne voulant rentrer dans une organisation déclarée sociale et reconnue sociale doit être acceptée. Il n'y a pas lieu de faire une discrimination en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction de sa profession, en fonction de son argent. C'est-à-dire que toute personne volontaire voulant rentrer dans une association, une organisation d'économie sociale, a le droit de demander d'y être et sa candidature doit donc être examinée et normalement elle ne peut pas être refusée sauf pour des conditions ou statuts qui le précisent par exemple, ou alors parce qu'on estime par exemple dans les statuts que l'association par rapport à son but ne peut pas avoir plus de 50 adhérents car ce serait ridicule d'en avoir plus que ça. À ce moment-là, effectivement, on peut ainsi, comment dire, limité car c'est marqué dans les statuts et c'est logique par rapport à la cause défendue par l'organisation. Maintenant, évidemment, il n'y a pas lieu de faire une sélection au départ et c'est ça que ça veut dire cette libre adhésion. On ne fait pas de sélection, on prend les gens comme ils sont. Ensuite, il y a le principe d'égalité des membres. Donc, ce principe fondamental, synthétisé par la formule traditionnelle une personne égale une voix, connaît des modalités d'application différentes selon que l'on considère la composante coopérative, mutualiste ou associative du secteur de l'économie sociale. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que il y a lieu de reconnaître que toutes les personnes qui sont membres de l'organisation sociale auront le droit de parler, le droit de voter et donc de prendre part à toutes les décisions. Alors, il peut y avoir des petites formules différentes, c'est-à-dire que les coopératives mutualistes et associatives du secteur économique-social peuvent décider, par exemple, de dire, voilà, tout le monde a droit à une voix, ça c'est la première chose, mais effectivement, si vous avez apporté du capital pour passant tel ou tel seuil, vous avez droit à, à un vote supplémentaire, ça veut dire que votre voix va peser un peu plus dans la balance que quelqu'un qui aura mis peut-être un petit peu moins d'argent ou qui n'aura pas mis d'argent. Alors cela ne fait pas partie de la discrimination qu'on a évoquée au départ, c'est juste un droit préférentiel et ça ne discrimine personne puisque tout le monde aura quand même le droit à un vote au départ. Donc ça, il faut faire attention de bien appliquer ça. Ensuite, il y a la production de valeur économique et sociale, c'est-à-dire que les entreprises du secteur de l'économie sociale sont productives de valeur ajoutée économique, marchande et non marchande, et d'une valeur ajoutée sociale. Autrement dit, il faut que tout qui sort de l'organisation sociale, que ce soit du service, que ce soit des biens, que ce soit des actions organisées, il faut que ça apporte quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'il faut que ça améliore les choses. Alors, soit que c'est des biens que l'on produit, que l'on vend, ce qui génère une valeur supplémentaire, un bénéfice supplémentaire qui va servir à investir dans de nouvelles actions, soit que ce sont des biens qu'on ne vend pas, qu'on offre à la population parce que ça leur améliore leur quotidien, soit on fait des actions qui vont avoir une valeur ajoutée sociale en plus, c'est-à-dire qui vont améliorer les mentalités, qui vont améliorer des structures, qui vont ouvrir ou conscientiser les esprits. Autrement dit, quand on fait quelque chose en économie sociale, il faut que ce soit un plus, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une amélioration. C'est cette combinaison qui en fait la caractéristique productive principale. On parlera de production d'utilité économique et sociale. Autrement dit ici, on produit pour améliorer tout ce qui est social. On produit que ce soit des biens, des services, des mots,
des paroles, des actions, tout ça va aller vraiment dans le but d'améliorer les choses, de conscientiser, d'améliorer, que ce soit aussi bien la loi, la justice, les droits des gens, que leur confort ou leur formation, et bien encore d'autres diverses formes que ça peut prendre. Le principe de non-lucrativité, donc au plan fiscal du terme, donc pour caractériser une association non lucrative et donc pour ne pas l'assujettir à l'impôt sur les sociétés, l'administration se réfère à la doctrine des œuvres qui repose sur 4 critères. Donc ça veut dire que pour que l'association, l'organisation ne soit pas imposable fiscalement, il faut qu'elle réponde aux 4 critères suivants. L'activité doit entrer strictement dans le cadre de l'activité générale désintéressée de l'association et contribuer par sa nature et non simplement sur le plan financier à la réalisation de cet objet. Ce qu'on veut dire, c'est que lorsqu'on se fixe un but social, généralement, il est désintéressé et non lucratif. C'est ce qui en fait d'ailleurs sa caractéristique. Ça veut dire que toutes les activités, toutes les actions menées doivent toujours être dans ce but-là, dans le même but, c'est-à-dire un but désintéressé. Il n'y a pas lieu, à un moment donné, d'avoir fait 15 actions sur l'année pour récolter des fonds pour le but que l'on poursuit et faire la 16e en se disant mais oui, mais ça, l'argent récolté, on va le diviser entre nos membres pour tout l'investissement qu'ils ont mis, c'est pour les récompenser. Non, ça, on ne peut pas. Ce sera donc passer de l'autre côté puisqu'on prendrait un bénéfice personnel, ce serait donc lucratif et à ce moment-là, l'organisation tout entière pourrait donc être de nouveau imposable car elle ne répondrait pas à un des critères de la doctrine des œuvres qui fait d'elle une société avec un but non lucratif. Il y a ensuite la gestion de l'association qui ne doit procurer aucun profit matériel direct ou indirect à ses fondateurs, dirigeants ou membres. Donc on parle beaucoup d'argent, de bénéfices, de rémunération, que ça c'est interdit, mais il y a aussi tout avantage, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de dire tiens, pour la société, on a besoin d'un véhicule. Ben, finalement, on va en acheter 3 si chacun de nos dirigeants aura un véhicule de société. Non, il n'est pas dans l'intérêt d'apporter un confort à la personne individuelle, mais le confort, il doit être apporté à l'ensemble de l'action et du but que l'on mène. Donc, si on achète par exemple des voitures qui ont un but, hein, pour véhiculer, livrer, mener ses actions pour l'entreprise, pour l'organisation, il n'y a pas de problème, on peut. Par contre, si on achète des véhicules qui servent dans l'action, évidemment, que l'on mène, mais qu'après, les dirigeants reprennent leurs véhicules pour aller à leurs réunions, pour retourner chez eux, pour faire les courses en famille, c'est un avantage matériel indirect ou direct, et là, ça ne répond plus à la doctrine des œuvres, c'est-à-dire qu'on ne répond plus au principe de non-lucrativité, car on en tire un avantage, un confort, donc ça, c'est absolument proscrit. La réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément avoir un but toujours de faire du bénéfice. Alors, on l'a vu, ils peuvent faire des bénéfices à partir du principe qu'ils vont réinjecter ce bénéfice pour améliorer les conditions de l'organisation. On est d'accord que ça, ils peuvent le faire. Mais il ne faut pas que ce soit une obsession. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'à chaque fois qu'on fait une action, on s'attende à avoir un bénéfice ou qu'on s'attende à avoir un gros bénéfice. Parce que quelque part, on perd un peu cette notion de non-lucrativité. Même si les personnes en elles-mêmes ne se rémunèrent pas, il ne faudrait pas non plus que la société perde son côté social dans le but uniquement de rechercher un bénéfice à la fin d'une action. Je prends un exemple. On organise, je ne sais pas moi, un déjeuner de Noël pour les personnes qui ont moins d'argent. Donc on se dit qu'on va organiser un déjeuner de Noël, mais que par principe quand même, on va demander à ces gens de participer à moindre coût. Donc on va leur demander de payer 2 € par personne. Alors qu'on sait que quelque part, l'entreprise, elle peut très bien financer l'intégralité sans demander une participation des personnes arrivant pour le déjeuner. Mais on sait que si on demande 2 € par personne, ben au moins, à la fin, on aura peut-être 300 ou 400 € de bénéfices qu'on va récolter. Au moins, on aura fait un petit bénéfice sur cette action-là.
Là, on perd le côté social de l'organisation. C'est-à-dire que si on fait appel, enfin, si on offre ce service-là à des personnes qu'on sait qui ont du mal à boucler la fin de mois, ben, le but étant de leur faire dépenser le moins d'argent possible. Alors, si l'entreprise, l'organisation a les moyens de payer l'intégralité, elle doit continuer son but social et donc payer l'intégralité et ne pas demander de participation à ces personnes-là, surtout si l'objectif est uniquement de dire au moins on aura fait un bénéfice pour réinjecter là-dedans. Non, il faut garder avant tout le côté social le plus longtemps possible quand c'est réalisable. Maintenant, si vous faites une action, je prends un exemple, vous organisez un petit repas à moindre coût pour les personnes, mais tout le monde peut venir. Imaginez, vous avez un tarif pour les personnes défavorisées et un tarif plus élevé pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le besoin mais qui décident de venir soutenir l'action. Vous avez donc une récolte d'argent pour les repas plus importante pour les personnes qui ne sont pas dans le besoin. Vous avez la buvette qui fonctionne, etc. Vous allez récolter des bénéfices. Mais quelque part, vous ne savez pas au départ si la buvette, elle va bien fonctionner, etc. Et si vous allez récolter des bénéfices de cette buvette. Donc là, on n'est pas du tout dans la recherche typique du bénéfice. C'est l'événement qui va se dérouler comme ça et qui va générer ou pas un bénéfice. Alors, lorsqu'il existe les excédents de recettes, donc doivent être réinvestis dans l'œuvre elle-même, ça, on le sait, on le voit depuis quelque temps maintenant. Dès qu'il y a un bénéfice, il faut le réinjecter dans la cause qui a été déterminée au départ pour améliorer celle-ci. Ça, c'est ce qui fait les 4 principes, les 4 critères de la doctrine des mœurs, qui configurent le fait qu'on soit bien dans une activité qui est considérée comme non lucrative. À partir du moment qu'un de ces critères n'est pas respecté, on n'est plus considéré comme une société non lucrative et dans ce cas-là, on sera soumis à l'impôt sur le revenu finalement. L'impôt des sociétés, c'est ça, c'est l'impôt sur le revenu de la société. On terminera ensuite avec le principe de démocratie, c'est-à-dire que le principe d'égalité ainsi que celui d'indépendance constituent des conditions nécessaires à l'instauration d'une véritable démocratie à l'intérieur de toute organisation de l'économie sociale. Il n'en constitue toutefois pas des conditions suffisantes. Le principe de démocratie exige également l'existence d'une réelle vie statutaire, ce qui implique entre autres le respect d'une certaine régularité dans les tenues de réunions institutionnelles, les bureaux, les conseils d'administration, les assemblées générales, ainsi que la mise à la disposition des administrateurs de moyens leur permettant d'exercer effectivement leur mandat, documents d'information, etc. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que les associations, elles ne sont pas forcément très réglementées. Donc, on parle beaucoup d'égalité, etc., ce qui est vrai et ce qui est recherché dans tout ce qui est organisation sociale. Mais je pense que c'est normal pour que tout reste cohérent, pour que la structure soit posée et correcte, qu'il y ait une réelle démocratie aussi dans l'organisation, qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la communication, mais il y a quand même une structure minimale à avoir. C'est pour ça qu'on demande quand même que malgré tout, il y ait des personnes qui soient désignées pour telle ou telle tâche, qu'il y ait des statuts qui soient rédigés, qu'il y ait des réunions régulières pour la communication, des conseils d'administration ou des assemblées générales pour la discussion des décisions, les documents d'information, c'est-à-dire qu'il faut quand même des écrits officiels. Tout ça n'est pas pour réglementer tout ce qu'on peut, c'est surtout pour avoir une structure, pour avoir quelque part aussi avoir une crédibilité, c'est-à-dire que plus on est sérieux dans ce qu'on fait et plus on est crédible et plus on va évidemment convaincre les gens de notre but et de notre action. Donc le fait d'avoir de la structure, d'être ordonné, d'avoir une bonne communication, que tous les membres soient au courant et qu'ils savent que telle information, ils vont le trouver par exemple dans le PV du conseil d'administration. Tout ça est très important d'avoir une structure, même dans des organisations qui ne sont pas forcément très légalisées, mais il est important de s'y retrouver. C'est ce qui fera aussi que chaque membre trouvera sa place et s'y sentira bien et continuera son action.